Oui, bienvenue à ce premier webinaire du colloque virtuel, les enjeux sociaux et de santé des personnes âgées judiciarisées. Cet événement est organisé par la Maison Crossroads, l'équipe de recherche en partenariat vie, en collaboration avec l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec, le Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale et la CVP Continuum Aîné. Je remercie d'abord les participants pour votre présence, premièrement, puis la diversité. On est très, très heureux de voir que vous provenez de plusieurs régions, pas uniquement d'une seule, et de la diversité des postes et des organismes euh, desquels vous provenez. Donc, mon nom est Marwan Karaki, je suis l'agent à la liaison au service, à l'Association des services à la SRSQ, tout simplement. Je serai votre animateur pour ce premier webinaire intitulé Introduction au programme, Introduction aux enjeux liés au programme aux personnes âgées judiciarisées, où nous aborderons les grands enjeux liés aux personnes âgées judiciarisées. Par exemple, l'agisme, la représentation sociale des personnes âgées judiciarisées, le vieillissement, la réinsertion sociale, les politiques publiques. Nous écouterons les deux conférences aujourd'hui et par la suite, il y aura une période de questionnement. Concernant la période de questionnement, je vous invite à écrire vos questions dans la section Q et R ou Q et A si c'est en anglais. Ça va être en bas, vers le milieu, pas sur le chat s'il vous plaît. Ça va nous faire plaisir au fond de répondre à ces questions. À certains moments, il y a des questions qui vont être répondues en privé et d'autres après les deux conférences. Donc, premièrement, il me fait plaisir de vous présenter notre premier conférencier, M. Michel Gagnon. Il est directeur général de la maison Crossroads. Il a mis en place une gamme de services pour les personnes âgées judiciarisées, dont les services résidentiels et un programme d'intervention géronto-criminologie. Sa conférence a pour titre « Des personnes âgées sans égard pour la faute ». Donc, bienvenue, M. Michel. Merci, Marwan. C'est super emballant de savoir qu'il y a autant de gens qui nous écoutent aujourd'hui. En 15 minutes, c'est assez clair qu'on n'aura pas le temps là, de parler en détail de tout ce qui est déjà annoncé dans cet atelier-là. Mais j'espère quand même qu'on aura réussi à vous donner une idée un petit peu des enjeux auxquels on fait face puis auxquels on cherche des réponses. Brièvement, en termes de présentation, comme Marwan le disait, je suis responsable de Maison Crossroads. La Maison Crossroads, on gère une maison de transition fédérale. Euh, Fédérale, par là, on veut dire que c'est des gens qui ont servi plus que 2 ans en pénitencier. Depuis un an et demi, on a un programme spécialisé qui s'appelle Passeport pour une stratégie d'intervention environnementale-criminologique. Je pourrais peut-être vous en dire un petit peu plus tout à l'heure. On a aussi mis en place, à peu près 20 ans de cela, le service Oxygène. C'est un service de liaison entre les pénitenciers et la communauté qui cherche à favoriser la sortie plus rapide, mieux organisée des personnes âgées des pénitenciers et puis les accompagner en communauté, ce qui fonctionne depuis 20 ans, comme je disais tout à l'heure. Avec les années, on a aussi créé des appartements satellites pour les personnes âgées judiciarisées. Encore là, je pourrais vous en dire un peu plus longuement sur ces ressources d'hébergement-là, mais pour le moment, je m'en tiendrai à tout ça. Juste pour mettre la table en termes de statistiques de qui on parle, d'abord, je vous dirais là, que le phénomène des personnes âgées judiciarisées, du moins dans le réseau correctionnel fédéral, ça fait au moins depuis les années 80 que c'est annoncé. C'est beaucoup en lien avec l'abolition de la peine de mort, le rallongement, si vous voulez, des peines d'incarcération, la difficulté de mise en liberté et puis naturellement le vieillissement de la population en général, ça fait en sorte qu'à présent, presque, pas presque, mais 25 puis je ne serais pas étonné d'ici les prochaines années, là, que 30 des personnes incarcérées dans nos pénitenciers soient des personnes de 50 ans et plus. On dit 50 ans et plus parce que dans la littérature, puis de par notre expérience, plusieurs personnes qui ont 50 ans en pénitencier, c'est une moyenne si vous voulez, euh, euh, c'est un petit peu comme s'ils avaient 10 ans de plus. C'est assez reconnu dans la littérature que des séjours prolongés en pénitencier, ça fait en sorte que les gens semblent vieillir plus rapidement. Puis on a aussi remarqué naturellement que
souvent, les gens qui sont incarcérés, c'est aussi des gens qui ont eu des passés et des parcours déjà très difficiles. On comprend bien que les gens qui commettent des délits comme des délits qui mènent vers l'incarcération, c'est pas des gens qui ont été nécessairement favorisés par la vie. Donc, souvent, ça fait en sorte que ces gens-là, on les compare souvent à des gens qui ont vécu de l'itinérance pendant plusieurs années. C'est-à-dire qu'en termes d'impact sur leur santé physique et psychologique. 97 des personnes âgées judiciarisées sont des hommes, 3 des femmes. Moi, j'ai remarqué dans la littérature que le pourcentage des femmes âgées semblait augmenter plus rapidement que pour les hommes. Puis c'est remarqué aussi pour les personnes autochtones, puis sans doute les personnes racialisées, mais il faudrait faire une petite recherche pour vraiment là, être en mesure de confirmer tout ça. 40 à 50 des personnes âgées judiciarisées ont des problèmes de santé mentale. C'est la dépression, l'idéation suicidaire, automutilation, surtout chez les femmes, l'institutionnalisation, l'hypervigilance, les chocs post-traumatiques. On va revenir sur ça dans un autre webinaire, mais juste pour, comme je disais, mettre la table, c'est le genre de problème qu'on rencontre. Problèmes de santé physique aussi qui sont plus sévères que pour la population en général, des problèmes cardiovasculaires, diabète, cancer, maladies. Plusieurs personnes se déplacent en fauteuil roulant dans des pénitenciers avec des bonbonnes d'oxygène. Donc, le phénomène est assez remarquable lorsqu'on va dans les pénitenciers. Qu'est-ce qui explique le fait là, que 25, on s'en va vers 30 de la population âgée judiciarisée? On a encore des difficultés là, à mettre en place une stratégie nationale par rapport à tout ça. Il y a sans doute des questions institutionnelles et publiques qui en lien avec tout ça. Mais moi, ce que j'aime plutôt mettre l'accent sur le fait là, que souvent, c'est l'âgisme qui rentre en ligne de compte, qui fait en sorte que nos perceptions du vieillissement font en sorte que ces gens plus âgés-là sont relégués à d'autres, sont moins considérés moins importants que d'autres enjeux dans la communauté. C'est comme si, rendu un certain âge, on avait, tu sais, c'est une pathologie plus qu'un processus, le vieillissement. Ça fait en sorte que on traite ça avec des soins, mais on ne prend pas beaucoup de temps là, pour aller au-delà de ces questions-là. Je vais m'en tenir à ça pour le moment. Je dirais simplement que, quant à moi, l'agisme, là, on pourrait passer des heures à parler de ça, mais c'est pas différent du sexisme et du racisme. À quelque part, c'est quelque chose qu'il faut constamment revisiter, nos perceptions là, du vieillissement. Puis, à quelque part aussi, quant à moi, ça devrait être tolérance zéro par rapport à l'agisme. Je pense qu'il est temps qu'on passe à un autre degré de conscientisation par rapport à ces enjeux-là. On l'a vu là, avec les décès dans nos CHSLD et tout ça, qu'il y a des remises en question très sérieuses à se faire à cet égard-là. Les questions éthiques, ben, elles sont nombreuses. Je vous dirais qu'il y a 3 questions qui me viennent tout de suite à l'esprit. L'enquêteur correctionnel disait il y a quelques années qu'il y a l'âge moyen où les gens meurent de mort naturelle, c'est 60 ans pour les hommes en pénitencier, ce qui est vraiment un outrage, si vous voulez. Pourquoi ils sont plus malades? Pourquoi ils ont plus de problèmes psychologiques? C'est toutes des questions de bioéthique sur lesquelles il va falloir à un moment donné se poser la question. Quelques pièges qu'on rencontre aussi quand on tente de comprendre le vieillissement des personnes âgées en pénitencier, c'est quelques pièges, je ne sais pas si je vais avoir le temps de tous les énumérer, mais un de ceux-là, c'est souvent dans la littérature, on parle de pente dangereuse. Ce qui consiste à dire que, ben là, si on commence à donner des services plus spécialisés ou plus de services aux personnes âgées judiciarisées, mais ça va avoir un effet d'entraînement qui va faire en sorte que là, on va avoir des demandes du groupe des 40 ans, des 30 ans, ça finit plus. Ce qu'on répond à ça dans la littérature, c'est que c'est vraiment là, de s'excuser, en fait, quand on devrait être assez confiant en termes de réseau pour régler ces choses-là de façon adéquate.
Un autre, c'est les ressources ne sont pas illimitées. C'est vrai qu'elles ne sont pas limitées, mais il y a encore des choix politiques et institutionnels qui peuvent faire à cet égard-là. C'est vrai que c'est peut-être plus dispendieux de prendre soin des personnes âgées judiciarisées, mais peut-être qu'on n'a pas besoin de les garder aussi longtemps en pénitencier aussi. Peut-être qu'ils s'y sortent plus tôt, on va faire des économies, puis à quelque part, ça va bien servir la population en général qu'on fasse ça. Peut-être juste un autre point parce que le temps passe rapidement. Un des enjeux que j'ai rencontré à quelques reprises, c'est l'idée on va prendre soin des personnes âgées judiciarisées. Pardon, on va leur donner des soins médicaux, on va acheter des machines pour faire de la dialyse, puis ça, c'est la réponse. C'est une solution médicale à la situation des personnes âgées judiciarisées. Quant à moi, le bien vivre en pénitencier ou qui ferait en sorte que les gens seraient mieux nourris, auraient plus d'exercices adaptés à leur âge et tout ça, ça ferait en sorte que sans doute qu'on aurait besoin de beaucoup moins de soins médicaux à moyen et à long terme. Euh, un autre, peut-être, un autre, ben, en fait, je vais passer tout de suite parce que j'ai peur de manquer de temps. Je parlais aussi de choix langagières et de trame narrative. En fait, là, ça aussi, c'est toute une présentation que je pourrais vous faire, mais en fin de compte, je veux juste m'attarder sur deux, euh, deux expressions. Vous avez remarqué depuis le début que je parle de personnes âgées judiciarisées. Ça fait plusieurs années, en fait, que j'utilise cette expression-là avec le souhait qu'on cesse de parler de délinquants et puis de criminels constamment. Quand une personne a commis un délit il y a 10, 15, 20, 30 ans de cela, je pense pas que de dire que c'est encore un délinquant, c'est très aidant. Puis en fin de compte, moi-même, j'aimerais pas est-ce qu'on me définisse par un geste ou des actions que j'ai commises de 10, 15, 20 ans, même si c'était des choses louables. Tu sais, si j'ai gagné la Coupe Stanley en 1976, mais à quelque part, je ne veux plus entendre parler de ça non plus. C'est pas ça qui me définit. Puis le mot délinquant, souvent, il y a une trame narrative qui suit ça, qui fait en sorte que c'est pas très aidant. La même chose pour l'expression criminel. Criminel, ça veut dire que le mal est inscrit dans la personne elle-même. Mais ça, c'est très trop simplificateur, à mon avis, puis il faut essayer de s'éloigner de ces choses-là. Peut-être pour conclure, je pense que ça va bien. Pour conclure, moi, je vous dirais que si on veut vraiment avancer par rapport à cette situation, comme pour d'autres populations marginalisées, je pense qu'il faut, mais surtout pour celle-là, je pense qu'il faut s'éloigner du paradigme de l'incapacitation puis de la répression. Je pense qu'il faut reconnaître que les gens qui se retrouvent en pénitencier, c'est des gens qui ont eu des vécus difficiles. On n'a pas trouvé de réponse à leur situation compliquée et ce qui les a amenés en pénitencier. Les tenir en pénitencier naturellement pendant toutes ces années-là, ça n'a pas aidé, ça ne les a pas rendus moins pauvres, ça ne leur a pas redonné la santé mentale, ça a juste empiré avec les années, surtout avec l'âge. Donc, pour conclure, je dirais, ça va prendre plus de recherche, ça va prendre plus d'expérience, de genre de programme d'intervention adapté à ces gens-là. Et puis, je pense qu'il va falloir se mettre à penser à des mesures alternatives à l'incarcération des personnes âgées judiciarisées, des maisons de transition spécialisées comme la nôtre, puis encore plus spécialisées seraient bienvenues. Des recherches et formations en gérontologie seraient naturellement souhaitables. Puis moi, je pousse même la note à dire pourquoi on n'aurait pas de tribunaux avec des juges qui ont une expérience en gérontologie ou des connaissances de base. Qu'est-ce que ça donne d'envoyer une personne de 76 ans à pénitentiaire? Peut-être que ça sert la communauté en étant répressif et en assouvissant la colère de certains, mais à quelque part, c'est peut-être pas tout à fait adapté. Je n'ai pas touché à plein de questions, comme toute la question de fin de vie en pénitencier, en communauté. Je pense que l'enquêteur correctionnel va en parler. Euh, et puis, ben, je vous laisserai sur ça. J'espère que ça a su susciter votre intérêt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Je tiens à m'excuser pour mon micro. Je viens de le changer. J'espère que ça va mieux. Juste oublier une petite précision, ça a été rappelé sur le chat. Lorsque vous posez votre question, mettez votre nom, la personne à qui elle s'adresse la question, puis précisez votre occupation pour pouvoir adapter la question.
Maintenant, il me fait plaisir de présenter la deuxième conférencière, Elsa. Elle est professeure à l'école, de travail, social et de criminologie de l'université de Laval. Depuis 2009, elle est titulaire de la chaire de recherche en réinsertion sociale des personnes contrevenantes en partenariat avec le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice du Québec. Sa présentation s'intitule «Les enjeux autour de la réinsertion sociale des personnes âgées judiciarisées». Je cède la parole à Elsa. Merci, merci Marouane. Je vais juste vous partager mon écran. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien, mon diaporama, que tout est correct? Oui? Oui. Ouais, super, merci. Alors, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Elsa Evrard, je suis professeure adjointe à l'école de travail social et de criminologie de l'université Laval et titulaire de la chaire de recherche en réinsertion sociale des personnes contrevenantes, depuis 2019 et non pas depuis 2009. Hem, je suis quand même assez jeune. Je remercie, les organisateurs de leur invitation. Hem, je vais être un bon complément à la présentation de Michel parce que moi j'ai été invitée ici en fait à titre d'experte, sur les pratiques, les politiques pénales et la réinsertion sociale. Donc moi, mes travaux, mes objets d'études sont moins centrés sur les personnes âgées, mais j'ai essayé justement dans le cadre de ce séminaire, de ce webinaire, de réfléchir à, la question de, la réinsertion sociale des personnes âgées, judiciarisées. Donc j'ai parlé un petit peu, je vais vous présenter un petit peu la notion de réinsertion sociale, pour que vous compreniez un peu c'est quoi les enjeux, c'est quoi les composantes de cette notion. Puis on va essayer de dresser ensuite un portrait de la situation et des difficultés que peuvent rencontrer, les personnes âgées judiciarisées. Alors je vais commencer par, une, rapide mise en contexte, mais je vais aller assez rapidement parce que Michel a quand même, assez, bien mis la table. Donc on constate, depuis, quelques années un vieillissement de la population qui est, sous contrôle judiciaire. Donc j'ai les mêmes statistiques que Michel, tant mieux. Depuis, en 2018, en fait, le rapport, de l'enquêteur correctionnel 2018 montre qu'il y a, à peu près 25 de la population carcérale au fédéral qui est âgée de 50 ans et plus. Puis c'est une augmentation de près de 100 depuis, 2004. Donc comme disait Michel, c'est quand même une tendance qui risque de se confirmer dans les prochaines années. Donc on risque d'arriver peut-être à 30 d'ici, quelques années. Et rapidement aussi, si on cherche à comprendre, ou à expliquer en tout cas pourquoi, il y a ce phénomène-là du vieillissement carcéral, on peut se pencher sur 3 hypothèses qui, étaient avancées par un chercheur donc qui s'appelle Pierre Landreville, mais qui ont été quand même reprises, et développées par d'autres chercheurs. Donc il y a d'abord l'idée selon laquelle, il y a un vieillissement de la population en général, donc la population carcérale suit un petit peu la tendance, de la population générale. L'autre point, puis Michel en a, aussi parlé, c'est une hypothèse un peu plus comportementale qui, dirait que finalement, les crimes, auxquels, sont associées, les personnes plus âgées sont, des crimes qui vont être dénoncés, un peu plus tardivement. Donc c'est des personnes qui vont être, incarcérées tardivement, peut-être, plus longtemps après, leur crime dans le cadre de dénonciation tardive, dans le cadre de crimes à caractère sexuel ou reliés à la drogue ou, dans le cas de crimes qui ont été, condamnés à des très longues peines. Puis la dernière hypothèse, pour expliquer ce vieillissement-là de la population carcérale, c'est une hypothèse qui est un peu plus liée au système pénal, aux politiques pénales qui vont jouer un rôle, dans la composition de la population carcérale. Donc, là, l'idée, c'est que, les peines au fédéral, donc j'ai pas précisé parce que Michel l'a dit, mais le système, correctionnel fédéral, c'est, réservé aux crimes, passibles de peine de 2 ans et plus. Donc c'est des crimes un peu plus, sérieux. Et depuis quelques années, les peines au fédéral, sont, généralement plus sévères. Donc on constate une augmentation, de la durée des peines d'emprisonnement fédérales. Donc ce qui peut aussi expliquer le fait qu'il y ait plus de personnes, âgées dans les pénitenciers, au fédéral. Et donc dans ce contexte où, des personnes âgées sont de plus en plus incarcérées et ou pour plus longtemps, on peut s'interroger sur, les mécanismes mis en place pour favoriser leur réinsertion sociale et tenir compte, de leurs besoins en particulier.
Donc, avant cela, je voudrais faire un petit point sur la notion de réinsertion sociale parce que, je pense que vous venez vraiment de milieux très différents, donc je voudrais quand même préciser cette notion-là. De manière générale, on entend par réinsertion sociale, le processus par lequel une personne réintègre la société, après une expérience pénale. Je dis bien une expérience et non une condamnation pénale, ça c'est vraiment très important. Et en fait, si on cherche à discuter de cette notion-là de réinsertion sociale, on peut essayer de partir, de ce premier constat qui, déconstruit un petit peu les lieux communs. On a tendance à associer des lieux communs à cette notion. Donc d'abord, l'idée, c'est que la réinsertion sociale, c'est un concept qui doit vraiment être mobilisé à chacune des étapes du processus pénal et pas seulement, en fait, à la fin de la prison ou à la fin de la peine, dans le cadre d'une peine, dans la collectivité. Donc en fait, il faut vraiment tenir compte de cette notion-là de réinsertion sociale, dès le début du processus, donc dès le début, des poursuites, jusqu'aux suites, de la condamnation. C'est pour ça que je parle d'expérience pénale et non de condamnation pénale. Donc, par exemple, on assiste de plus en plus au développement de mesures, alternatives aux poursuites, pour justement, laisser, abandonner les poursuites en échange de la réalisation de mesures de réinsertion sociale. Donc on appelle ça les programmes, d'adaptabilité. On prend Les juges essayent de prendre de plus en plus en considération la réinsertion sociale au moment de la détermination de la peine, donc en favorisant des peines un peu plus réhabilitatives, moins sévères, en tenant compte des besoins, des personnes contrevenantes. Des programmes de réinsertion sociale ou de réhabilitation sont offerts durant l'exécution de la peine, et évidemment, on agit aussi sur la réinsertion sociale à la suite, de la peine. Mais l'idée, c'est vraiment d'agir, de mobiliser ça, à chacune des étapes du processus parce que, les besoins puis les réalités peuvent, évoluer au fur et à mesure de tout le, processus pénal. Le deuxième aspect, important concernant, la réinsertion sociale, c'est que c'est un concept qui est multidimensionnel, et qui est fondé sur plusieurs indicateurs. Je vous dis ça parce que bien trop souvent, on a tendance un peu à, associer, la réinsertion sociale à la question de la récidive ou de l'absence de récidive. Alors oui, c'est une bonne chose car souvent, la récidive, l'absence de récidive, c'est une première étape pour parler de réinsertion sociale, mais c'est certainement pas, une étape ou, quelque chose de suffisant. Donc l'idée, c'est que, la réinsertion sociale peut englober une combinaison, de plusieurs facteurs, de plusieurs indicateurs qui vont jouer un rôle dans ce processus. Puis là, je vous ai donné un exemple. En fait, on a fait une recension de plein de recherches qui abordaient la réinsertion sociale pour voir un petit peu de quelle façon les différents auteurs, abordaient cette notion. Évidemment, souvent, on aborde, la réinsertion sociale à travers la question de la récidive, mais pas seulement. Il y a aussi beaucoup la question de l'emploi, la question du logement, l'abstinence, la non-consommation, un petit peu le rétablissement en fait de de la santé ou, du bien-être, personnel. Là, j'ai mis l'exemple, dans le diaporama, je vous ai mis l'exemple du sport, mais en fait, tout ce qui touche à un sentiment d'accomplissement personnel, de manière, générale. On note aussi un rôle très important, du soutien par les pairs, donc du couple, de la famille, des amis, vraiment du soutien de, la collectivité, de la communauté. Les revenus financiers aussi peuvent jouer un rôle, et le sentiment d'appartenance, dans la collectivité. Je ne l'ai pas mis dans les pictogrammes, mais il y a aussi, on trouve aussi des études qui s'intéressent au rôle de l'apprentissage, à la valorisation de soi, le fait d'apprendre, de se découvrir des compétences. Donc de plus en plus, on a plein de programmes, en réinsertion sociale qui vont essayer de s'intéresser, à des dimensions très précises. Donc il y a beaucoup de programmes qui vont se fonder sur l'art, sur le jardinage, sur, essayer un petit peu de favoriser un sentiment, d'accomplissement personnel des personnes. Donc en gros, l'idée que je voulais vous apporter ici, c'est que, la réinsertion sociale, c'est vraiment, une approche qui est, globale, qui est inclusive et c'est tout ce qui peut permettre finalement à une personne de se sentir réinsérée. Donc tout ça, ça va vraiment dépendre aussi, des besoins de la personne, de sa réalité, de son vécu, également. Si je reviens, à la situation des personnes âgées, judiciarisées, donc des personnes, âgées en,
détention. Excusez-moi, hop là, pardon. Heu, oui, pardon. Je vais passer rapidement sur cette diapositive parce que Michel a quand même, un petit peu, évoqué ces points. Mais, la situation des personnes âgées, judiciarisées est particulièrement préoccupante, notamment en raison de l'impact, particulier qu'a, l'incarcération de la prison sur cette population. Donc tout d'abord, plusieurs recherches ont souligné que, le processus de vieillissement est accéléré chez les personnes incarcérées. Donc, Michel l'a vraiment bien, expliqué. Donc c'est en raison de leur situation, socio-économique, de leur état de santé, de leur vie, ou même des conditions de vie en détention. Mais souvent, on constate que le processus de vieillissement, peut être accéléré de 10 ans ou même plus, en prison. Deuxièmement, la prison n'est pas nécessairement, adaptée aux besoins des personnes âgées. Donc Michel a parlé, des besoins médicaux, mais il a expliqué aussi qu'il y avait, d'autres besoins, au-delà des besoins, strictement médicaux et la prison n'est pas forcément adaptée, aux besoins de cette population-là. Et enfin, un dernier point, c'est que les longues peines, au fédéral vont favoriser un isolement social qui va être beaucoup plus important et plus lourd de conséquences. Donc je reviendrai après sur, l'isolement social justement dans le cas de cette population-là. Puis en fait, moi, le point que je voulais apporter aussi, c'est, que les interventions correctionnelles, elles sont essentiellement basées sur les principes de gestion des risques. Donc c'est l'idée selon laquelle, la prison a surtout vocation, en fait, à neutraliser les cas les plus dangereux. Et en fait, ces principes, ils sont de moins en moins pertinents avec, les personnes âgées judiciarisées qui, en général, présentent un niveau de dangerosité beaucoup plus bas et des risques de récidive assez faibles par rapport à la population, carcérale régulière, je dirais. Donc dans ce contexte-là, on peut aussi s'interroger sur, la nécessité de la prison pour cette population-là et sur la pertinence de cette forme, de contrôle pénal. Alors si on essaye de se pencher maintenant sur, la réinsertion sociale, des personnes âgées judiciarisées, je vous dirais que c'est d'autant plus complexe que, les indicateurs, classiques ou en tout cas les indicateurs un peu plus standards, ceux que je vous ai présentés, vont être un petit peu plus compliqués à atteindre chez, cette population-là qui est, d'autant plus fragilisée, par, la situation de santé, l'âge et cetera. Donc là, j'ai juste pris, 3 indicateurs comme l'emploi, les programmes et la communauté, juste pour vous donner, quelques exemples, puis on pourra en discuter aussi, par la suite. Donc concernant l'emploi, il y a quelques recherches qui sont intéressées, à la réinsertion sociale par l'emploi, pour, les personnes âgées et montrent que, l'accès à l'emploi est d'autant plus difficile pour cette population-là, à plusieurs niveaux en fait. D'abord au niveau de la recherche d'emploi parce que, c'est des personnes qui ont passé, une longue période en prison. Donc ils doivent s'adapter aussi à des nouvelles méthodes de recherche, nouveaux outils. Donc là, j'ai mis cette illustration que j'aime beaucoup, qui montre en fait comment les personnes sont noyées, au milieu de toutes les nouvelles façons en fait de chercher de l'emploi, que ce soit via, l'informatique ou, la connexion internet et cetera. Donc ça devient encore plus compliqué en fait juste de comprendre, comment on cherche du travail, si on sort de prison en 2020, en 2021. Puis, c'est, aussi des personnes qui vont subir souvent en fait, souvent ce qui a été montré dans les recherches, une, double discrimination. Donc la discrimination qui est, liée à leur statut judiciaire d'une part que subissent la plupart des personnes judiciarisées. Donc on sait qu'on ne peut pas légalement refuser un emploi, heu, pour, un motif de passé judiciaire, mais il reste que, le casier judiciaire, c'est souvent la cause, de refus d'un employeur. Hem Aussi parce qu'on peut avoir un trou, de plusieurs années à l'intérieur du CV. Mais en plus de ça, les personnes âgées judiciarisées vont subir une autre discrimination qui va être liée à leur âge ou à leur forme physique. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué pour ces personnes-là d'avoir, un accès, à l'emploi. Puis là, je vous parle que des personnes qui sont encore en âge de travailler parce que, au bout d'un moment, certaines sont, juste en âge, d'être à la retraite. Alors la petite illustration que j'ai mis là, c'est, un extrait en fait d'une bande dessinée qui a été issue du mémoire,
d'une étudiante qui s'est intéressée justement à la question. Je vous mettrai la référence à la fin du diaporama, de cette BD-là, puis du mémoire de l'étudiante. Vous aurez accès au PowerPoint, à la fin de la conférence. Je vais le transmettre aux organisateurs. L'autre point sur, lequel je voulais peut-être, un petit peu revenir aussi, c'est la question des programmes, des thérapies et cetera qui sont offerts, aux populations, judiciarisées, donc au nom de la réinsertion sociale, donc pour favoriser la réinsertion sociale. Michel a évoqué la question, hem, donc Michel, j'aimerais que t'entendre, un petit peu plus tard, nous parler justement des programmes que, vous développez, à la maison Crossword. Mais de manière générale, en fait, les programmes, pour la réinsertion sociale, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, ces dernières années, ça reste des programmes, qui sont pensés pour une clientèle, cible, je dirais, pour, des hommes blancs de moins de 50 ans. Donc souvent, c'est des programmes qui sont pas facilement transposables ou en tout cas qui tiennent pas compte de l'ensemble de toute la situation des personnes âgées ou de l'ensemble de leurs besoins. Donc oui, il y a quelques initiatives, comme a présenté, Michel, mais qui ne sont pas encore, totalement généralisées donc ça fait qu'il y a quand même un manque, flagrant de ressources, pour, ces populations-là. Puis en plus, les professionnels dans les milieux correctionnels ne sont pas forcément, formés à intervenir auprès de cette clientèle en particulier, donc ils ne sont pas forcément outillés pour répondre à tous les besoins, des populations âgées, donc que ce soit les besoins de santé, ou les autres besoins, dont, a parlé, Michel. Puis, le dernier point, dont je voulais vous parler, c'est, que les recherches sur, la réinsertion sociale des personnes âgées judiciarisées insistent beaucoup sur, l'importance du rôle de la communauté, du soutien, familial ou du soutien social, dans le processus de réinsertion sociale des personnes âgées judiciarisées. Heu, Ces recherches-là ont montré que, le soutien des proches du 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 réseau social avait un rôle central, peut-être même, plus important que, pour, le reste, heu, de la population. Heu et ces liens sont, mis souvent à très rude épreuve, dans le cas des peines d'incarcération, encore plus dans le cadre des peines d'incarcération longues. Donc d'où l'importance, je dirais d'une part, de développer et prioriser, des programmes de soutien aux familles en détention pour favoriser justement le maintien des liens, heu, pendant la peine et après la prison. Mais d'autre part aussi, l'idée ça serait surtout de favoriser l'utilisation de mesures dans la collectivité pour ces populations-là plutôt que, la prison. Parce que nous avons vu, je vous ai expliqué un petit peu avant, que ça restait une population qui était à faible risque. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de, maintenir ce lien, le plus possible, parce que c'est souvent ce lien social, le rôle de la communauté qui va avoir le rôle le plus important, dans le cas des personnes âgées judiciarisées pour, leur processus de, réinsertion sociale. Alors, je sais pas trop où j'en suis niveau temps, mais là, j'avais prévu de conclure. Je dirais que, la compréhension de la situation, des personnes âgées judiciarisées, va renvoyer à des questions, sociétales, en fait, qui sont vraiment majeures, parce qu'il faut tenir compte de, leur société de pardon, de leur situation particulière et de leurs besoins en termes, d'enjeux, de santé, physique, de santé mentale, de besoins particuliers. Ça renvoie aussi, comme disait Michel, à, la place qu'on leur accorde, dans la société. Il y a quand même de plus en plus d'initiatives particulières, pour accompagner justement, cette population, tenir compte aussi, des particularités, à plusieurs, niveaux. Ça, c'est très encourageant. Mais moi, je dirais que l'idée, ce serait quand même d'essayer de penser le problème de manière globale et de réfléchir oups, excusez-moi. Voilà et de réfléchir en fait au rôle de la prison, auprès de cette population-là. La prison reste souvent quand même ancrée dans les esprits comme la seule peine crédible, mais compte tenu des éléments, présentés plus tôt, faudrait peut-être essayer de penser à développer des mesures spéciales justement pour les personnes âgées judiciarisées, que ce soit en communauté, en milieu supervisé, compte tenu de leurs besoins,
et de leurs faibles risques. Puis c'est vrai que Michel en a parlé aussi, on pourrait réfléchir à développer des mesures spéciales, à différentes étapes, également, du processus judiciaire et pas seulement, à l'issue, de la peine. Voilà pour ma présentation. Je voulais, vous remercier tous les participants pour, leur attention, leur participation. Je voulais aussi remercier, les organisateurs de l'événement, bah, pour avoir organisé cet événement, pour m'avoir, invitée. Et vous avez mes coordonnées si jamais vous avez des questions. Comme je vous disais, le PowerPoint, le diaporama sera rendu disponible, par les organisateurs à l'issue de l'événement.